Pour vous présenter un peu l'événement, Syncrétique, expérience de vie imminente. Donc Syncrétique est un collectif qu'on a créé il y a quelques années dans le but de rassembler artistes d'origine, d'influences différentes. Donc on a envie de mêler art pictural, art musical, art théâtral et art du bien-être aussi. Et c'est pour ça que Stéphane ici va vous présenter sa conception de la vie suite à un accident qu'il a eu. Un accident lorsqu'il travaillait, lorsqu'il était relativement stressé. Il a eu une expérience de mort imminente qui l'a poussé à considérer sa vie autrement, à découvrir vraiment son intérieur et reconnecter son corps à son esprit. Donc Stéphane va vous présenter cette expérience-là et comment il a pu poursuivre sa vie et considérer sa vie autrement. Suite à cette conférence, il y aura toujours donc l'exposition, ainsi que des sets de DJ sets d'artistes venant de Berlin et d'Amsterdam, Guise et Parallels. Et entre ça, il y aura une performance théâtrale et une lecture poétique proposée par la Tendre Meute. Donc on va débuter la conférence. Encore merci de tous être présents, ça fait plaisir. Stéphane, je t'invite à venir sur scène et à l'applaudir fortement. Merci. Je me suis réveillé et je savais pas où j'étais. Tout était blanc. Je sentais pas mon corps. Il y a un géant noir qui était au-dessus de moi. Il me parlait. Je comprenais pas ce qu'il me disait. Et en fait, j'ai pris conscience après coup que je venais de sortir d'un coma. Quand j'ai rencontré Julien et Garzaï qui m'ont demandé de venir ici, par rapport à mon accident et aux expériences de mort, j'ai pas de souvenir. J'ai un trou noir de ce qui s'est passé avant. J'étais en coma 2 jours, je me suis réveillé. Donc ce qu'on va voir ce soir, c'est comment ce traumatisme a changé ma vie et de manière positive. Alors comme tout traumatisme, ça a des incidences. J'ai eu un choc post-traumatique. Pendant 1 an et demi, je faisais des cauchemars, je me voyais mourir toutes les nuits, des organes en dysfonction, un trou dans la poitrine à cause du stress et de l'angoisse. Forcément, ça amène à se poser des questions sur sa vie. Je me suis mis à faire la photo en photothérapie, donc vous verrez quelques photos pendant la présentation. On voit 2 images et je me suis posé la question de qui j'étais après l'accident. Parce que en fait, j'avais toute la mémoire de la personne que j'étais avant. Et puis en même temps, j'avais envie de faire plein de choses que je m'étais toujours interdit dans la vie. Et en fait, j'ai pris conscience que la vie, on est sur des rails invisibles. C'est-à-dire que notre éducation, tout ce qui nous est arrivé nous oriente à faire un certain nombre de choix. Est-ce qu'on a l'impression que c'est nos choix? Est-ce qu'on est épanoui? Est-ce qu'on a trouvé notre place? C'est une question à chacun de trouver la réponse. Alors, sur la diapositive d'après, on va faire un petit jeu. Je vais passer la diapositive et je vais demander à tout le monde de dire la couleur qui est affichée. Noir. Ah, voilà. Ah, c'est bon. Il n'y avait pas les visuels? Bon, excusez-moi. Donc, attention, tout le monde est prêt pour jouer. Donc, il faut dire la couleur qui est affichée. Il y a eu du rouge, il y a eu du bleu. Alors, ce que vous voyez,
c'est un test de dissonance cognitive. Après mon accident, j'avais beaucoup de peur, beaucoup de colère en moi. Et la colère, c'est toujours orienté contre soi-même au final. On se fait du mal à soi. Et j'ai pris conscience dans la vie que toute mon éducation m'avait amené à voir le monde d'une certaine manière. Et qu'au final, je me suis payé une grande baffe cosmique. Et la vie, c'est pas forcément ce qu'on croit que c'est. Je vais vous lire, vous inquiétez pas, je vais pas lire beaucoup de choses ce soir, je vais vous lire juste ce petit texte de Byron Katie, qui a vécu aussi une expérience assez traumatisante et qui décrit très bien ces problématiques de dissonance cognitive et comment on peut se rendre malheureux tout seul. Donc c'est la présentation qu'il y a sur son site internet. Byron Kathleen Reid a fait une dépression sévère à la trentaine. Pendant 10 ans, sa dépression s'est aggravée. Et Katie a passé presque 2 ans quasiment incapable de quitter son lit, obsédée par des idées suicidaires. Puis un matin, du plus profond de son désespoir, elle vécut une expérience d'éveil qui transforma sa vie. Katie comprit que lorsqu'elle croyait qu'une chose devrait être différente de ce qu'elle est, mon mari devrait m'aimer davantage, mes enfants devraient m'apprécier, elle souffrait. Et que lorsqu'elle ne croyait pas à ses pensées, elle était en paix. Elle réalisa que ce qui avait causé sa dépression n'était pas le monde autour d'elle, mais ce qu'elle croyait comme le monde autour d'elle. Dans un éclair de compréhension, Katie réalisa que nos tentatives pour trouver le bonheur étaient inadaptées. Au lieu d'essayer désespérément de changer le monde pour qu'il corresponde à nos pensées sur qu'il devrait être, nous pouvons questionner ces pensées et en rencontrant la réalité telle qu'elle est, éprouver une liberté, une joie inimaginable. Donc, c'est quelque chose de très, très important, c'est de comprendre les souffrances qu'on peut s'infliger à soi-même et de ne pas chercher à changer le monde. Donc, comme j'ai dit des choses voilà, un peu tristes pour égayer l'atmosphère, parce qu'on voit souvent des informations très négatives dans les médias, je vous montre quelques diagrammes avec des informations positives. L'extrême pauvreté est en total recul sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire qu'en même temps que la population humaine croît, les personnes en situation d'extrême pauvreté diminuent, et pas seulement en pourcentage, mais en nombre. La mortalité infantile diminue. L'éducation basique augmente partout. Donc, mon message est plutôt positif. Après mon accident, j'ai commencé à revoyager, et j'avais peur de revoyager au début. Et j'ai voyagé dans des endroits assez perdus de la planète, vraiment très perdus. Et quand on est seul, ça permet justement de se confronter à ses peurs et de se reconnecter. Et donc je vais vous raconter quelques anecdotes de voyage qui, j'espère, vous intéresseront et on verra le lien après. Une première anecdote, j'étais dans la jungle. Je ne savais pas trop dans quel pays, parce que je suis dans un endroit perdu sur la frontière de 3 pays. Et on me fait un plan pour aller dans un autre village. Et on me dit, t'inquiète pas, il n'y a jamais de problème en Asie, c'est toujours 4 heures. Donc on me dit, tu vas marcher 4 heures et tu vas t'en sortir. Donc quand vous n'avez jamais marché dans la jungle tout seul, 4 heures, c'est une expérience. Forcément, je pars à 7 heures du matin, à 2 heures de l'après-midi, j'ai toujours pas vu le premier pont que je vais franchir. J'avais bu toute mon eau, donc je me posais la question, est-ce que je fais machine arrière ou pas? Et en fait, j'ai continué, et puis j'ai fini par trouver mon chemin et le village. Et là, c'est très intéressant, c'est quand vous êtes au milieu de nulle part et que vous ne parlez pas la langue, vous réussissez quand même à communiquer avec les gens. Et au final, il y avait un enfant dans le village qui parlait anglais, et donc il est venu parler avec moi, et puis voilà, on a passé un moment... Et puis à la fin de la journée, il m'a ramené en scooter à travers la jungle où je logeais dans une hutte. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on arrive à la hutte et là, il me dit, mais tu fais quoi demain? Et je lui dis, écoute, je pense aller là. Il me dit, ok, mais tu peux pas y aller tout seul à pied, il faut que je vienne te chercher. Je lui dis, ok, comment on fait pour se retrouver? Et là, c'est très étonnant, on est au milieu de la jungle, et il faut vraiment contextualiser. Les gens, ils vivent dans des huttes, ils utilisent des boudins de pneus de voiture pour chauffer l'eau pour les enfants. Il y a de l'électricité à peu près 2-3 heures par jour. Et là, le gamin qui a fait quand même du scooter dans la jungle, il me sort un smartphone. Il me dit, on s'ajoute sur Facebook, et je viens te chercher demain. Véridique.
Donc, ce qui montre que quand on a peu de choses dans la vie, on arrive aux fondamentaux. Et il me semble qu'un des fondamentaux de l'être humain, c'est la communication. Alors là, bien sûr, la communication elle est verbale, mais j'ai passé du temps, par exemple, au Myanmar, où a été prise cette photo avec des personnes, et quand je les ai quittées au bout d'une semaine, pas à un seul moment on a échangé des mots, parce que je ne parlais pas du tout le dialecte du coin, ils ne parlaient pas du tout anglais, et le père de famille a pleuré en me tenant la main quand je suis parti, parce qu'on avait partagé beaucoup de choses. Et donc c'est très important de comprendre, on donne trop d'importance aux mots, et la communication dépasse vraiment le verbal. Donc on va passer sur des questions de qu'est-ce que je fais, et donc les questions c'est qu'est-ce que j'ai fait pour changer ma vie, et qu'est-ce que je fais en tant que thérapeute ou coach pour aider à accompagner des personnes. Et toujours une petite anecdote par rapport à mes voyages. Je me suis retrouvé une fois dans la jungle, c'était sur la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, chez les Karen, et quelqu'un qui ne pouvait pas marcher dans le village. Et j'explique aux personnes que peut-être je peux faire quelque chose pour elle. Et donc je vais dans sa hutte et je pose les mains sur la personne et je vais travailler, je ne sais pas, 40 minutes peut-être dessus. Et la personne se met à pleurer pendant tout le travail, je ne bouge pas, je pose juste les mains. Et à la fin, elle se relève, elle remarche, elle a plus mal. Et alors bien sûr, vous imaginez, on a un petit village, je suis un petit blanc perdu là-bas, tout le monde est venu regarder ce que je faisais, forcément tout le monde était curieux. Et à la fin, les personnes ont dit « Ah, mais on ne savait pas que les Blancs, ils avaient des spiritual doctors. Hein. » Parce que dans leur vision culturelle, forcément j'étais un chaman, parce que seul un chaman pouvait faire ce que j'avais fait. Récemment, j'ai soigné une religieuse chrétienne, et pour elle, sa vision du monde, c'était des corps éthérés. Et donc, quand je lui ai demandé qu'est-ce que j'avais fait, elle m'a dit « Ah, tu as travaillé en profondeur mes corps éthérés. » Donc, on échange, j'utilise des mots, mais la problématique des mots, c'est que on véhicule tous quelque chose qui est très personnel et on peut avoir l'impression de se comprendre en utilisant les mêmes mots, mais ce n'est pas forcément ce qu'on fait. Donc pour avancer, je vais essayer d'expliquer un peu comment fonctionne le corps humain et je répondrai à la question en fin de séance sur ce que je fais. Donc là, par exemple, j'interviens en entreprise et quand je demande aux personnes alors, que t'ont dit tes collègues sur ce que je fais, ils me disent « Ah, mais alors toi, tu es la personne où on vient, tu nous fais chanter, on fait des choses, on s'assoit sur une table, et puis on a les pieds qui sont comme ça, et puis à la fin de la séance, tu nous montres des photos, on a les pieds comme ça, et puis on n'a même pas pris conscience qu'on avait ouvert les pieds. » Donc ça, c'est concrètement qu'est-ce qui arrive après une séance. Il y a une libération de tension. J'ai besoin de quelqu'un qui ne me connaît pas pour présenter cette slide. Est-ce que quelqu'un veut monter sur la scène avec moi, s'il vous plaît? Ne me laissez pas tout seul. Voilà. Donc là, si ça ne marche pas, je ruine ma crédibilité sur tout en début. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, on a des gros problèmes en communication, en perception, et donc on va essayer de comprendre comment on fonctionne. Donc, nous avons deux formes au-dessus de nous. Ce sont les deux lettres d'un alphabet extraterrestre. Une de ces lettres est Booba, l'autre de ces lettres est Kiki. Je donne la réponse Booba à notre personne, Camille. Et donc, alors, Camille, on va faire comme les prestidigitateurs. Est-ce qu'on s'est parlé et je vous ai dit quelque chose avant la séance? Absolument pas. Ok. Bon, vous n'êtes pas obligé de nous croire. Hein. Bon, normalement, indépendamment de la langue qu'on parle, indépendamment de la culture, ça doit marcher. Donc je demande à tout le monde de regarder ces formes et d'imaginer laquelle est Booba et laquelle est Kiki. Voilà. Et donc... Pour moi? Ouais. Ah bah, pour moi, Booba, c'est plus rond, donc forcément, je l'associerais à la forme de gauche. Voilà. Merci. Tu peux ouvrir ton enveloppe. Donc normalement, à 98%, dans la salle, les gens associaient Booba à la forme ronde. Alors en fait, voilà, je
Je te remercie Camille. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres personnes qui pourront venir jouer pendant la séance. Et donc, ça explique ce qu'est un biais cognitif. De manière inconsciente, Camille, elle a associé la forme ronde, parce que c'est rond dans la bouche, Booba, à la forme ronde de la forme. Et en permanence, notre cerveau fait ça. C'est-à-dire que quand on voit des informations, de manière inconsciente, on oriente notre manière d'analyser tout ça. Alors, y a-t-il un médecin dans la salle? Ok. Donc, il faut qu'on sauve un patient sur la prochaine slide. C'est une image médicale. Vous avez 10 secondes pour trouver la forme blanche de la tumeur. Attention, je prends mon minuteur. Attention, 10 secondes pour trouver la tumeur blanche. On y va. Ok. Tout le monde a rigolé? Tout le monde n'a pas rigolé? Qui n'a pas vu le gorille? Voilà. Ça, c'est une autre forme de biais. Donc, sur les biais cognitifs, il y a plusieurs biais. Le premier biais qu'on a vu, c'est un biais de jugement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qu'on associe Booba à la forme ronde. 50-50. C'est un premier biais. Le deuxième biais qu'on a vu, c'est un biais attentionnel. C'est-à-dire, normalement, les personnes qui sont focalisées sur un objectif ne voient plus ce qui se passe autour. Et donc, c'est une expérience qui a été vraiment faite dans les milieux médicaux. Et la plupart des personnes qui sont très attentionnées ne voient pas cette chose-là. Donc il y a plein de biais qui existent, notamment les biais sensorimoteurs, on les connaît sous un autre nom, on appelle ça des illusions. Quand on fait de la recherche, il y a un biais, c'est une conférence de Jack Horner sur TED, je vous invite à regarder, c'est un spécialiste des dinosaures, il a fait une magnifique conférence sur où sont passés les bébés dinosaures. Et en fait, Jack Horner, c'est la personne qui a découvert, entre guillemets, les bébés dinosaures, dans le sens où, quand on fait de la recherche, ou quand on s'intéresse sur un sujet, on a toujours l'impression qu'on a découvert quelque chose. Et maintenant, on sait que quand on regarde les dinosaures, on a des bébés, des adolescents et des adultes. Mais à une époque, chaque fois qu'on découvrait un dinosaure, c'était un nouveau dinosaure. Sauf qu'en réalité, c'était parfois le bébé d'un adulte qui était déjà connu. Donc je vais essayer dans cette conférence de ne pas réinventer des choses qui existent déjà. Est-ce qu'il y a des amateurs de bière dans la salle? Voilà. Alors, ça, c'est un autre biais cognitif, et donc c'est sur la perception. De la même manière qu'on a vu le Booba, Kiki, c'est la même chose. Quand vous allez goûter quelque chose, en fait, votre expérience à la vie, c'est une perception. La forme du verre, la couleur de la boisson vont avoir un impact sur le goût, de la même manière que Booba, Kiki, ça peut être plus ou moins rond, plus ou moins amer. Et ce qui veut dire, peut-être certains d'entre vous, il y a un restaurant sur Paris, on peut dîner dans le noir, je ne sais pas si des personnes l'ont fait, et ça a un impact sur réellement la perception qu'on a de ce qu'on mange. Et donc, tout le message que je vous dis, c'est tout ceci est inconscient, mais la manière dont on voit le monde est totalement biaisée et déformée par tous ces mécanismes. En épistémologie, en physique, on parle de sémantique générale, et on dit une carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a le monde réel, et quand on veut parler du monde réel, on utilise une carte de représentation. Si vous voulez aller d'un point A à un point B, vous allez prendre une carte routière si vous êtes en voiture. C'est très utile la carte routière pour parler des chemins qu'il faut prendre, mais ça ne vous renseigne peut-être pas sur où sont les restaurants. Bon, maintenant qu'on a un smartphone, bien sûr, on a tout ça. Donc là, on va essayer de voir un petit peu différentes cartes du corps et ce que ça peut nous apprendre. Alors, les représentations du corps, c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire de l'humanité. On voit ces planches d'anatomie, elles datent du XVIe siècle. Alors ça, c'est des planches de Vézal. Ambroise Paré, qui est assez connu, a eu des petits soucis parce qu'il a été attaqué en raison du prétendu caractère impudique et contraire aux bonnes mœurs de son ouvrage. Qu'est-ce que nous donne comme information cette représentation? Cette représentation, déjà, elle a été faite sur un cadavre. Peut-être qu'un être vivant et un cadavre, ça n'a pas les mêmes informations. Depuis le XIXe siècle, on a découvert les microbes, donc des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, on sait qu'en nous, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Donc,
ceci n'est qu'une représentation. C'est vrai, mais ce n'est pas l'entièreté de la réalité. On peut se dire qu'avec les évolutions technologiques, on a des représentations plus vraies. Alors, à gauche, vous avez un scanner de mon cerveau, magnifique, n'est-ce pas? Et à droite, un connectome, c'est toutes les connexions qu'il y a entre les neurones. Au final, ces deux images parlent de la même chose en cerveau, mais on voit que ce n'est pas du tout les mêmes types d'informations. Et ça ne donne pas d'indication sur ce que je pouvais penser ou mes émotions au moment où ça a été fait. Donc une carte est toujours limitée et biaisée. Récemment, il y a même eu des études sur les IRM qui ont été rejetées parce que c'était les modèles des IRM et non pas le cerveau qui avait été étudié. Récemment, il y a eu un documentaire sur Arte sur les fascias. Alors, juste 2-3 petits mots. Donc, vous avez à gauche, à droite, des chaînes tissulaires musculaires et des chaînes de fascia. On voit que c'est plutôt la même chose parce que, vous voyez sur l'image du milieu, on a un muscle avec des fibres. Et donc, il y a des tissus conjonctifs autour des tissus. Voilà. Donc ça, c'est des tissus vivants. Donc c'est pas forcément l'idée qu'on en a quand on découpe de la viande. Voilà. Donc les cartes de représentation pour toutes les personnes qui ont appris l'anatomie, donc ça c'est classique. Donc on voit sous la peau. Donc sous la peau, on peut voir le squelette, on peut voir le système viscéral et les poumons, on peut voir le cœur et le système vasculaire. Donc on se rend compte que quand on veut parler d'un certain sujet, on n'a pas besoin de toutes les informations. Si on a toutes les informations, on va se noyer. Donc les cartes de représentation, même si elles sont biaisées, elles ont quand même un intérêt, c'est que ça nous permet de discuter de ce qui nous intéresse. Alors, je vous laisse regarder les organes sur cette diapositive et je vous laisse regarder les organes sur cette diapositive. La différence entre la carte de représentation, la première qu'on vient de voir, ce sont les organes réels, et ça, ce sont les douleurs projetées. C'est-à-dire que quand on a mal à un organe, on a mal à certains endroits. Comme vous pouvez le voir, les organes sont totalement distordus. On n'a pas mal là où est situé l'organe. C'est une démonstration de ce que je vous explique depuis tout à l'heure sur les biais cognitifs. La manière dont on voit notre corps, elle est biaisée. Quand on a mal au système digestif, on va pas forcément, ou à l'estomac, on ne va pas forcément avoir mal là où est l'estomac. Alors comment ça marche? C'est très probablement le système nerveux est réparti d'une certaine manière, la manière dont on traite l'information d'une certaine manière. À droite, on a un schéma qui montre les douleurs des personnes qui ont des problèmes cardiaques. Il arrive que des personnes qui ont des problèmes cardiaques, en plus de la douleur de la poitrine, aient une douleur sur le bras. En fait, une des explications qui est donnée, c'est que le système nerveux n'arrive pas à dissocier les informations qui viennent du bras, du cœur, parce qu'en fait, ils partagent le même nerf afférent. Et donc, typiquement, ça, c'est une démonstration d'un biais. Donc, voilà, notre système nerveux, au final, on a des paires de nerfs qui sortent à chaque étage et qui vont innerver juste des bouts. Dans les personnes qui ont des douleurs, on sait également qu'on a des nerfs très longs, comme les problèmes de sciatique. On peut avoir un problème de compression en haut, au niveau des trous sacrés, et avoir des douleurs qui descendent jusqu'en bas du corps. Mais il n'y a pas de problème technique en bas du corps. Il existe d'autres cartes de représentation. Donc là, on a vu une première carte de douleur, c'est la douleur projetée. Ça, c'est la carte des points de Chapman. C'est peut-être des choses que vous avez déjà amusé à toucher des personnes et à découvrir que il y a des points douloureux sur les personnes. Ça, c'est une carte qui a été faite par des ostéopathes. Et en fait, leur idée, c'est que quand on tombe malade et qu'on guérit, il y a des déchets liés à tous les mécanismes qui ont été mis en œuvre pour lutter contre les pathologies. Ces déchets, ça peut être des toxines, ça peut être pas mal de choses. Et leur idée, c'était que l'organisme ne réussit pas à éliminer tous ces déchets-là. Et donc, ils vont s'accumuler à certains endroits du système lymphatique, qui est encore un autre système dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Et donc, ça crée un problème. Et on voit que toutes les cartes qu'on a présentées jusqu'à présent, c'est des cartes qui partent de la même chose, et pourtant, elles n'ont aucun rapport. Encore d'autres cartes, donc une carte Trigger Point. C'est des choses voilà, qui sont assez connues, notamment par les gens qui font les arts martiaux. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu des vidéos, vous voyez une petite mamie qui attrape quelqu'un au poignet et qui ensuite lui met un petit coup à la mâchoire et un grand monstre tombe d'un coup. Donc c'est un peu l'idée,
on appuie sur des interrupteurs. Je travaillais avec Christian Carini également. Lui, il voit le corps d'une manière différente. Et il explique que tous nos organes, au final, ont des attaches dans le corps et que quand on a une lésion, une pathologie, on va retrouver des attaches jusqu'aux extrémités sur le crâne. Et donc, tant qu'on ne libère pas les tensions projetées, on ne pourra pas libérer les problèmes. Si on cherche à comprendre d'où peuvent venir les connexions, notamment du cœur qu'on a vu entre le cœur et le bras, on peut regarder l'embryologie. Par exemple, quand l'embryon se développe, le cœur en fait est assez haut au niveau des cervicales, et ça explique pourquoi en fait c'est une paire de nerfs qui vient des cervicales, le nerf vague, qui est en relation avec le cœur. Alors, on va se poser la question de qui sommes-nous dans l'évolution. Et je vais vous donner une définition de l'évolution que je trouve très intéressante, qui date des années 80. Elle dit « Les systèmes vivants sont des systèmes cognitifs, et vivre en tant que processus est un processus de cognition, donc de savoir, de mémoire, d'intelligence. Cette déclaration est valable pour tous les organismes, avec ou sans système nerveux. » Donc ça, c'est un peu plus étonnant, parce qu'on associe toujours l'intelligence au système nerveux. Si on regarde l'évolution humaine, ça, c'est une carte d'évolution globale des traits adaptatifs locaux. On sait qu'il y a eu des adaptations, il y a eu ce qu'on appelle la culture du lait, parce qu'on a digéré le lait. On sait que les Esquimaux se sont adaptés à des climats extrêmes, donc il y a des adaptations à des environnements très particuliers. Si on se pose la question de qu'est-ce qu'on est en tant qu'être humain, et c'est là où on va commencer à voir les liens sur la santé, c'est qu'en réalité, on a une coévolution. Souvent, l'évolution, on la voit de manière darwinienne, c'est petit à petit et de manière linéaire. En réalité, dans nos cellules, on a intégré du matériel génétique d'autres bactéries. Et l'usine à énergie des cellules, qui s'appelle la mitochondrie, vient de ce processus de symbiogénèse. On a aussi dans nos ancêtres, en Occident, 1-4% de Néandertal. Souvent, on se pose la question, mais où est passé Néandertal ? Il est en nous. Et ça a un impact sur notre système immunitaire. On a un autre sujet qui pose la question de quel est le périmètre du corps. Et on entend beaucoup parler dans les médias depuis quelques années, c'est les microbiotes, donc c'est les bactéries qu'on a en nous, qui définissent ce qu'on appelle un microbiome. Donc c'est un pool de gènes complémentaires aux gènes qu'on a hérités de nos parents. Alors en fait, le microbiome est très important, parce que bien sûr, vous savez que les bactéries sont liées à la digestion, donc potentiellement nos problèmes digestifs, mais ça a un impact aussi sur la sécrétion de neurotransmetteurs, et donc c'est un lien avec les fonctions cognitives, le psycho-émotionnel des individus. Ça gère une grande partie des défenses immunitaires, et ça a un lien avec les réponses inflammatoires, qui sont les réponses qui nous permettent de nous adapter à des agressions. Et un autre élément dont on parle rarement, c'est le mycobiome, les champignons. En été, les champignons vivent en symbiose avec le microbiome via des biofilms, puisque les bactéries ne vivent pas seules, elles vivent en colonie, et elles communiquent à leur niveau, et elles agissent de concert. Alors, si on regarde l'être humain d'un point de vue philosophique, Feldenkrais disait deux choses, que quand on avait un grave problème, il fallait aller voir un spécialiste, mais que dans la vie de tous les jours, il fallait s'aider soi-même. Et pour s'aider soi-même, comment faire? Donc tout ça est lié à l'image de soi. Et au final, il disait que l'image de soi était liée sur trois éléments. Il y a ce qu'on hérite, donc ce qu'on vient de voir sur le slide d'avant, et donc on n'a pas la main dessus. Il y a notre éducation quand on est enfant. Et pareil, on n'a pas la main sur notre éducation. Et la dernière chose qui reste, c'est notre auto-éducation. C'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Donc c'est ce que je disais par rapport à l'accident. J'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je peux modifier? Et en sachant que l'auto-éducation, elle est biaisée par l'éducation de notre héritage. Donc la vie, c'est la réponse à des stimulations. Quand vous avez trop de stimulation, on va avoir de l'hypertrophie, de la fatigue, de la douleur. Mais quand vous n'avez pas assez de stimulation, on va avoir de l'atrophie, des dysfonctions et également de la douleur. Donc il n'y a jamais il faut trouver un équilibre entre le trop et le pas assez. C'est vrai pour les réponses immunitaires inflammatoires. Si on est dans l'espace, on va perdre la densité osseuse. Si un immeuble vous tombe dessus, vous allez être écrasé. Donc, c'est quoi la différence entre des plantes et des mammifères?
Donc au final, on a vu les plantes communiquer entre elles. Les acacias, par exemple, quand c'est mangé, ça va communiquer avec les autres acacias pour sécréter des substances qui fassent qu'elles soient plus comestibles. Donc on a un cerveau. D'après Daniel Wolpert, le but du cerveau n'est pas pour penser, contrairement à ce qu'on croit, mais pour bouger. Donc la base du cerveau, ce serait le mouvement. Et ce qui est très intéressant, c'est que longtemps on a cru que pour préserver nos fonctions cognitives, il fallait faire des activités intellectuelles. Aujourd'hui, on sait que l'activité physique protège les fonctions cognitives. Donc on voit qu'il y a un très fort lien entre le cerveau et le mouvement. La petite image du bas en dessous de la plante, c'est un petit animal aquatique. Il est assez amusant. C'est un hermaphrodite qui bouge dans la mer, il se reproduit, et il a un ganglion neuronal, on va dire un proto-cerveau. Une fois qu'il s'est reproduit, il se fixe, il arrête de bouger. Et la première chose qu'il fait quand il arrête de bouger, c'est qu'il mange son cerveau, il le digère, parce qu'il ne lui sert plus à rien. Donc quand on regarde comment fonctionne le cerveau, toujours, on a beaucoup entendu parler des neurones miroirs. Donc là, vous avez des images qui montrent que quand on effectue une tâche, ça active certaines zones du cerveau. Mais en fait, quand on regarde quelqu'un faire cette tâche-là, ça active aussi ces zones-là, puisqu'on a des neurones qui regardent ça. Donc il est souvent dit que c'est la base des mécanismes d'apprentissage. Bien sûr, quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose, ça vous donne des informations, mais vous n'êtes pas forcément capable de refaire la même chose si c'est complexe. Donc il n'y a pas toutes les informations, donc c'est beaucoup plus complexe. À titre personnel, après mon accident, quand c'était très difficile pour moi de bouger, puis j'ai une pneumopathie, enfin c'est très dur aussi, ne serait-ce que de respirer. Pendant 1 an, j'ai fait des mécanismes de visualisation et ça m'a beaucoup aidé quand je ne pouvais pas bouger. Tous ces travaux-là ont été faits par un neuroscientifique qui s'appelle Ramachandran, qui était célèbre pour son travail sur les douleurs de membres fantômes. C'est des personnes qui avaient mal à des membres amputés. En fait, on sait qu'aujourd'hui, que même quelqu'un qui naît sans membres, il va quand même avoir une carte complète de son corps. Et donc là, on vient sur le cœur de notre présentation, sur l'image de soi. Tous, de manière inconsciente, à notre naissance, on a une carte de représentation complète de notre corps. Cette carte, elle n'est pas du tout à l'échelle. Par exemple, vous pouvez voir sur les dessins, la main, elle est énorme, la bouche, elle est énorme. Et je pense que si vous vous amusez tous à essayer de sentir votre main et votre bouche, vous allez avoir des sensations. Mais peut-être si vous essayez de sentir derrière votre crâne, ça va être plus difficile pour vous de sentir des choses. Parce qu'on utilise plus notre main, on utilise plus notre bouche. Ce qui se passe quand on est amputé, en réalité, ce qu'il y a sur le dessin, vous voyez la tête et l'épaule. La zone du cerveau où il y avait la main va être cannibalisée, il va y avoir un remapping par d'autres connexions. Et ce qui va se passer, c'est que la personne, par exemple si c'est le bras droit qui est coupé, va ressentir la main qu'on va lui appuyer sur le bras. Donc ce qui montre que la perception de notre corps, elle est ancrée dans notre cerveau et l'expérience va venir la modifier. Donc on parlait de la douleur. Qu'est-ce que la douleur? Je vous ai donné 3 définitions de la douleur. Les neuroscientifiques parlent de matrice de la douleur, une matrice de prépondérance de la douleur. En fait, ils disent, au final, on n'a pas de perception. Donc de la même manière que le goût de notre bière va être impacté par la forme, les molécules qu'on va avoir sur la langue, le palais, la couleur, donc le visuel, la douleur, elle va être impactée par est-ce que j'ai déjà vécu une expérience comme ça et donc j'ai une angoisse par rapport à la douleur qui va l'amplifier? Est-ce que j'ai une information nociceptive? Est-ce que j'ai des informations visuelles ou tactiles qui vont me confirmer que j'ai mal? Donc c'est un ensemble d'informations qui vont faire qu'on a mal. Il y a des rééducateurs qui expliquent que c'est une très mauvaise manière de regarder la douleur. Ils disent, quand vous regardez une supernova dans l'espace, vous utilisez un télescope. Vous n'utilisez pas un microscope pour regarder le cerveau de la personne qui regarde la supernova. Et donc, en fait, ils disent que quand on regarde la douleur, pour quelqu'un qui a mal au dos, on doit regarder quels sont les problèmes qu'il y a sur le dos. Parce que si on regarde le cerveau, on va juste avoir une information sur les biais cognitifs qui sont utilisés par le cerveau pour interpréter la douleur. Et enfin, il y a une 3e catégorie de personnes qui a étudié la douleur, ce sont des psychologues. Et en fait, ils ont montré qu'il y avait une relation entre le corps, l'espace et la douleur. Quand vous avez mal, ça va déformer la vision que vous avez de vous-même.
et ça va déformer votre espace péripersonnel. Et donc ça marche dans les deux sens. Si on déforme votre corps, ça va modifier la douleur. Voilà. Il y a d'autres facteurs qui influent la douleur, et en tant que thérapeute, ça m'intéresse, parce que quand j'ai des personnes qui me disent « j'ai mal », il faut que je puisse évaluer si l'expression d'une douleur vive ou faible est la même chez tout le monde. Donc il y a plusieurs facteurs qui pourraient intervenir. On peut se poser la question si la perception de la douleur est la même chez les hommes et les femmes, si la perception de la douleur est la même en fonction de l'âge, et donc notamment on peut vivre des traumatismes, on peut vieillir, donc est-ce que ça va influer sur la manière dont on va percevoir la douleur? Et la dernière image, qui est bien sûr, c'est une petite boutade, mais qui est vraie, en fait, il y a des études qui montrent que les personnes rousses, en fait, ont une perception différente de la douleur des personnes générales. Donc il peut y avoir des facteurs génétiques qui vont faire que chacun va percevoir la douleur de manière différente. Donc l'image de soi, c'est ça. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir. Par exemple, je leur dis, toi, tu as un problème de bassin. Et je leur dis, sur le bonhomme, c'est la partie qui est blanche. Je leur dis, tu as un problème là. Ils me disent, ah oui, tu avais raison, j'ai un problème de bassin, mais c'est de l'autre côté. Et en fait, c'est ce qu'un mécanisme qu'on connaît tous, c'est des mécanismes de compensation. En fait, on a un mécanisme d'occultation. J'ai un problème à l'endroit et j'occulte, parce que je continue d'avancer dans la vie. J'ai un problème, c'est pas grave, j'occulte. Mais le problème est toujours là, en fait. Et donc, on va se mettre à le compenser. Et puis, au bout d'un moment, on n'arrive plus à compenser, et on a de la douleur. Sur l'image du haut, si on peut voir, on va le faire tout à l'heure, un petit jeu, les deux épaules. Il y a une épaule qui est déformée vers le bas. Si vous pourrez faire ça chez vous, posez la question, regardez les personnes debout, regardez leurs épaules. Regardez si quelqu'un a une épaule plus basse que l'autre. Et demandez à la personne quelle est l'épaule la plus haute. En général, la personne va répondre le contraire de la réalité. C'est bien parce qu'elle a une perception contraire qu'elle cherche à compenser. Donc tout ça, ce sont des perceptions, et notre image de soi est fausse. De Sambucy, dans les années 50, un Français a modélisé un petit peu ce qu'était un être humain. Et en fait, il disait que fondamentalement, vous savez, on aime bien manger, donc il y a le tube tuteur. Si on regarde un être humain sur le côté, on a la colonne vertébrale, c'est le tuteur, et le tube, c'est tout notre système digestif. Et il dit que dans le temps, le tube gagne et le tuteur perd. Et donc le but de bien vieillir, c'est de préserver le tuteur. Il dit également que quand on est debout et qu'on regarde les gens de face, un être humain, c'est un segment dur, un segment mou, un segment dur, un segment mou. Et plus le temps passe, le segment dur, par exemple, à cet endroit-là, tous les chocs émotionnels ont durci. Ou quand vous êtes stressé, peut-être, vous savez que vous arrêtez de respirer et vous avez beaucoup de tension sur le haut du corps, sur ce dur. Et on a souvent tendance à gonfler du ventre. Et donc le mou devient plus mou et le dur devient plus dur. Et De Sambucy disait que pour travailler dans le temps et garder un équilibre, il faut renforcer le mou et assouplir le dur. Donc, on parle souvent de réponse au stress. Donc déjà, à la base du stress, qui est une réponse, il y a un stresseur, il y a une contrainte. Donc on comprend bien que, selon tous les individus, ce qui est une contrainte pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Une contrainte peut provoquer une détresse psychique. En fonction que c'est prévu par l'évolution, on va avoir des réactions qui peuvent aller jusqu'à une altération lésionnelle, voire une pathologie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est posé beaucoup de questions sur l'esprit, c'est que parfois il suffit de s'imaginer qu'on a un immeuble qui s'effondre au-dessus de nous, mais peut-être c'est juste dans notre cerveau. Mais parce que dans notre esprit c'est vrai, on va vraiment vivre quelque chose comme si c'était vrai. Donc là j'ai besoin d'un deuxième partenaire pour faire une petite expérience. Personne ne sera blessé, promis. Alors, on va faire une petite expérience. Donc, je m'appelle Antoine. Donc Antoine, pose ta main sur la table. Pose ta main, n'aie pas peur. Vas-y, approche-toi. Et Antoine, je veux que tu soulèves ma main. Voilà. Donc on se rend compte que pour Antoine, c'est très dur de faire ça. À votre avis, est-ce que c'est parce que j'ai posé ma main sur la sienne qu'Antoine ne peut pas lever sa main? Ok.
Alors, je vais faire ce qu'a fait Antoine. Vas-y, tu m'attends. Voilà ce qu'a fait Antoine. Vas-y, tu veux pas que je bouge la main. Voilà. Est-ce que c'est réellement Antoine qui m'a bloqué, ou est-ce que j'étais tellement convaincu qu'Antoine m'empêchait de bouger que j'ai créé des tensions, un stress intense dans mon corps? Est-ce que si j'écoute mon corps, je suis capable de relâcher toutes les tensions et de trouver ma liberté? À aucun moment, peut-être c'est Antoine qui me bloque. J'ai juste l'impression qu'Antoine me bloque, et donc, j'en arrive à me faire du mal à moi-même. Et c'est comme ça qu'on arrive à se faire du mal à soi-même. J'arrête de respirer, j'ai une mauvaise posture, je vais avoir mal au dos, je vais avoir mal aux pieds. On va refaire l'exercice. Donc, comme Antoine ne veut pas que je bouge, vas-y. Donc là, c'était la version dure. Et là, j'écoute mon corps et je relâche toutes les tensions dans mon corps. Promis, il n'est pas complaisant. Si d'autres personnes veulent faire le test, on fera des petits ateliers tout à l'heure. Et voilà. Antoine, la différence entre les deux? Moi, en plus, j'ai essayé de tricher en mettant mes jambes pour avoir bon appui. Au final, c'était plus facile. Merci Antoine d'avoir essayé de tricher. Donc, on en arrive à la partie importante parce que beaucoup de personnes se posent des questions avec la société qui avance très vite. Et un anthropologue qui s'appelle Lieberman a inventé un concept dans les années 80 sur la désévolution. Il dit « Nous sommes la seule espèce animale dont le principal problème est de gérer l'excès d'énergie que nous pouvons ingérer et qui nous rend malades, alors que tout le règne vivant est placé sous le signe de l'optimisation du rendement maximum pour un apport énergétique minimal. » Globalement, il dit que l'évolution, pour toutes les espèces, c'est vivre dans un monde de pénurie. Et que depuis très récemment, dans l'histoire du monde, on est la première espèce à avoir réussi à un stade d'abondance. Et donc, d'un point de vue évolutionniste, on va se retrouver avec des paradoxes, c'est-à-dire des choses qui ont été bonnes et qui font qu'on est tous là aujourd'hui, parce qu'on est plus nombreux sur la planète, comme on a vu en début de session, il y a moins de pauvreté, on est capable de partager un bon moment, paradoxalement, ça peut occasionner des problèmes. Et donc, on va essayer de comprendre d'où peuvent venir les problèmes, et il y a un concept qui revient souvent quand on parle des problèmes, c'est l'épigénétique. Alors, c'est quoi l'épigénétique? J'ai écrit « Nous nous adaptons et nous exprimons en fonction de notre héritage et notre environnement ». Alors bien sûr, si vous mettez une abeille et que vous la mettez dans la mer, elle n'aura pas de branchie, elle va se noyer. Donc nos possibilités d'adaptation sont limitées. Mais fondamentalement, avec le même matériel génétique, on sait tous qu'en fonction de l'alimentation, une abeille va se développer en abeille ouvrière ou en abeille reine. Et l'abeille reine, elle ne va pas du tout avoir la même morphologie, on peut voir, que les abeilles ouvrières. Elle ne va pas avoir le même comportement, le même rôle social. Donc on se rend compte que l'impact épigénétique est non plus la même durée de vie. Donc l'impact épigénétique, à partir du même matériel, est quand même très important. Ça veut dire qu'on a, par exemple, qu'on a vécu un traumatisme, ça veut dire qu'on a quand même une petite marge de manœuvre pour changer des choses dans sa vie. Par rapport aux êtres humains et l'alimentation, on l'a oublié dans les pays occidentalisés parce que ça a disparu, mais en fait, les personnes qui vivaient dans les montagnes, elles avaient un déficit d'iode dans leur alimentation qui occasionnait des problèmes de développement de la thyroïde et qui avait un impact sur le développement de la personne et aussi des fonctions cognitives. Donc, au final, il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées grâce au développement de la société, mais c'est quelque chose qui a un gros impact. Donc on peut se poser la question des 10 évolutions à l'époque moderne. Qu'est-ce qui a changé en 150 ans, depuis les années 50 pour le reste du monde? Donc déjà on porte des chaussures, on vit enfermé, donc on prend moins le soleil, on passe nos journées assis, on fait moins d'activité physique, on a beaucoup d'informations, on est en permanence connecté avec Internet, on n'arrive pas à déconnecter, on consomme des antibiotiques, on consomme beaucoup de sucre et peut-être même des drogues, on a changé notre chronobiologie, et on utilise des écrans. Et ça a un impact sur la vue, et aussi il y a la fameuse lumière bleue qui vient. Si on prend le cas du pied, puisqu'on avait commencé à regarder le pied en début de session, il y a peut-être des personnes qui ont ça dans la salle. Il y a certaines personnes, elles ont une déformation sur le gros orteil. En général, ça touche les femmes. Alors, il y a des études qui montrent que c'est génétique, et il y a des études qui disent que ce n'est pas génétique. Dans les pays d'Asie, comme au Japon, il y a des études qui montrent que depuis qu'ils ont changé de style de vie, il y a des cas d'hallux valgus qui sont apparus. Donc peut-être que la réponse est épigénétique. Peut-être qu'il y a des facteurs génétiques, mais notre style de vie, comme le fait de porter certains types de chaussures,
va venir accentuer un problème. Dans mes voyages en Asie, j'ai été confronté à des pathologies que j'ai jamais vues en Occident. Si vous voyez la personne âgée que j'ai photographiée chez Toraja en Indonésie, c'est quelqu'un qui n'a jamais porté de chaussures de sa vie et qui a travaillé toute sa vie dans une rizière. Et j'ai souvent vu des vieilles femmes qui avaient passé leur vie dans la rizière avec la pathologie qu'elle a. Si vous faites attention, vous verrez que son gros orteil sort sur l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est de l'épigénétique. C'est pas... L'équilibre est toujours très complexe entre, vous voyez, les maux qu'on a en Occident avec les chaussures ou d'autres problématiques qu'il peut y avoir. On parle souvent d'inactivité physique à notre époque. Donc au final, l'inactivité physique a un impact sur la graisse viscérale, qui a un impact sur la pose d'inflammation chronique et qui a un impact sur des choses qui sont aussi liées à l'alimentation, comme la résistance à l'insuline, la dégénérescence neuronale ou la croissance tumorale. Et comme en introduction, on a compris comment fonctionnaient les bactéries, les systèmes cognitifs, on comprend que des problèmes qu'on peut avoir au niveau digestif peuvent avoir des impacts dans le corps très variés, ce qui peut être très contre-intuitif à la base. Si on regarde l'évolution du système digestif chez l'humain, alors il y a très très longtemps, la différence entre l'être humain moderne et les grands singes, c'est que les grands singes mangeaient surtout des végétaux et donc avaient un grand côlon pour la fermentation. Comme nous, on s'est mis à manger des protéines animales et à cuire la viande, on a un grand intestin grêle. Donc c'est ce qu'on voit sur le premier schéma. L'autre chose qui a évolué dans le monde moderne, c'est la consommation de sucre. Donc vous pouvez voir, il y a des liens épidémiologiques entre la mortalité et la consommation de sucre. Ça, c'est intéressant. Un troisième facteur qui a un impact sur le système digestif, ce sont les antibiotiques. Alors, tout le monde sait que les antibiotiques, ça sauve des vies, et tout le monde a vu des campagnes où on dit qu'il faut utiliser moins d'antibiotiques. La raison pour laquelle on nous dit qu'il faut utiliser moins d'antibiotiques, c'est parce qu'il y a des résistances bactériennes à l'usage des antibiotiques qu'on fait. Mais en fait, il y a peut-être une autre raison pour laquelle les antibiotiques sont mauvais pour la santé. C'est qu'à travers le temps, avec l'hygiène qui s'accrue et l'utilisation d'antibiotiques, on a diminué le nombre de bactéries, la diversité des bactéries de notre système digestif. Et comme on avait vu que c'est un lien avec notre système immunitaire, aujourd'hui on pense que c'est lié au développement de maladies auto-immunes et inflammatoires. Donc c'est toujours pour dire que l'évolution c'est très compliqué, il n'y a pas le bien et le mal, mais il y a des fois des paradoxes qui apparaissent. Et donc dans la vie, on est tous soumis comme dans Matrix à faire le choix. Moi quand j'ai eu mon accident, je me suis posé des questions à faire le choix, et c'est jamais évident. Par exemple, on m'a dit prends une petite pilule pour ton activité cérébrale. Ok, j'ai préféré faire de la méditation. J'avais des problèmes de santé, j'ai changé mon alimentation. Le problème de changer son alimentation, c'est que l'alimentation, c'est quelque chose de social. On peut avoir des souvenirs de l'enfance, il y a le plaisir, il y a une dimension culturelle. C'est très difficile à changer. Quand on fait des choix, moi par exemple, j'ai changé des choses dans ma vie, ça m'a pris des années. On peut dire « Ah, mais tu as vécu un grand traumatisme, tu as tout changé ». J'ai tout changé sur plusieurs années. Donc, il ne faut pas croire que les changements, ça se fait toujours de manière simple. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait les changements que j'ai faits dans ma vie. Donc maintenant, je vais pouvoir répondre à la question que j'ai posée en introduction, qu'est-ce que je fais? Donc, on a compris qu'on avait une carte de représentation de nous-mêmes, on avait des mécanismes comme la douleur qui nous donnaient des indications et qu'on avait une image de nous qui était biaisée. Donc ce que j'essaye de faire dans ma vie et en tant que travail de thérapeute, c'est donner des informations pour modifier l'image inconsciente qu'on a de nous-mêmes, pour retrouver un meilleur équilibre, supprimer la douleur. Et voilà. Donc par exemple, sur cette image, il y a des gens qui m'ont vu travailler tout à l'heure en début de séance, qui m'ont posé des questions. Ne croyez pas que je fais une fixation sur les pieds, mais j'avais des images sur les pieds. Donc, voilà. Donc là, j'ai un ami qui est venu me voir, il avait une entorse. Et donc j'ai travaillé 20 minutes sur lui. J'ai pas travaillé du tout sur son pied, il pourra confirmer s'il veut. Mais en fait, on peut réduire l'entorse, c'est pas très compliqué à faire. Le problème, c'est que si vous avez mal, c'est aussi une bonne raison, c'est parce que le corps vous dit vous avez un souci, il faut faire attention. Le problème, c'est que quand on fait un travail comme ça qui enlève la douleur, comme les personnes n'ont plus forcément la sensation de douleur, elles font pas attention, elles vont se reblesser. Le fait de réduire l'inflammation, toutes les choses, ça va permettre de guérir plus rapidement, mais c'est pas magique. Si on se pose des questions, et j'aurais besoin d'un autre partenaire si Antoine veut revenir par exemple, si on se pose la question sur notre équilibre dans la vie.
Souvent, on nous dit on a un déséquilibre. Et puis vous allez voir quelqu'un, un thérapeute, et dit ah mais toi tu es comme ça, et puis paf, je te remets comme ça. Et puis les gens font ah c'est vachement bien, je me sens vachement mieux. Puis 2 jours après, ils ont fait ah c'est dommage, ça n'a pas tenu. Et peut-être qu'on peut voir le corps différemment. Si j'ai la tête qui part en avant, c'est parce que j'ai un problème de bassin. Et donc ma tête vient juste rééquilibrer mon bassin. Je montre. Attends Antoine, ton heure va venir. Voilà. Et une autre explication, on a vu avec les épaules peuvent tirer, les épaules peuvent être abaissées. On peut se poser la question, c'est pas parce qu'il y a des tensions au niveau du corps. Et donc dans les ateliers qu'on va faire tout à l'heure, s'il y a des personnes que ça amuse, on va essayer de lire un corps et visuellement et en sentant ce qui se passe dans le corps. Et voilà, tout le travail que je fais en thérapie ou en coaching, si les personnes s'intéressent, c'est sur ça. Donc Antoine, c'est ton moment, ton quart d'heure de gloire. On va essayer de tous jouer ensemble. Donc viens de ce côté-là, la lumière. Alors, le but du jeu, c'est de faire une lecture du corps. Vous pouvez tous faire ça quand vous rencontrez quelqu'un. Vous pouvez déjà tous regarder si la personne est repliée sur elle-même. Peut-être elle est stressée, angoissée, elle a un choc émotionnel. Est-ce que la personne... Bon, alors là, Antoine, il complexifie parce qu'il a mis une veste. Hein. Est-ce que la personne a les 2 épaules au même niveau? Vous pouvez regarder son bassin et ses pieds. Est-ce que quand il est naturellement, est-ce qu'il a un pied plus ouvert que l'autre? Est-ce qu'il a une jambe qui part derrière? Moi, j'ai déjà vu quelque chose sur son bassin et ses pieds. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Non, en fait, il a un pied qui est derrière. Et en fait, il vient compenser. Sa jambe gauche, en fait, vient compenser. Ce qui fait qu'il n'est pas droit. Son bassin est tourné. Je me mets devant, excusez-moi. Bon, alors, ses épaules, c'est flagrant. Celle de gauche, du coup, est plus élevée. Je ressens le contraire. Mais... Donc c'est exactement la démonstration que j'avais tout à l'heure. Ça s'appelle un phénomène de compensation. Donc tu as dit quoi? Son épaule gauche était relevée. J'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il y avait une épaule qui était enroulée. On va regarder ça. Alors, sur le bassin, est-ce que c'est vrai sur la jambe aussi, hein? J'avais un problème de jambe au niveau du genou. Je m'étais blessé. Donc on va essayer, je vais poser le micro, donc je ne vais plus parler, je vais juste montrer les choses avec les mains. Je vais essayer de vous montrer, là on le voit de face, on va le regarder de côté. Je vais juste poser mes mains au niveau des épaules et je vais faire des micro-mouvements. Et en fait, je vais juste montrer que le corps veut aller dans un sens, qui est le sens de la lésion. C'est-à-dire qu'avec les mêmes mouvements, son corps, là où il y a une lésion, où ça tire, il va lutter contre moi. Et de l'autre côté, son corps ne va pas bouger. Donc on va voir, s'il n'a pas grand-chose, ça ne va pas être très probant. Et si c'est plus grave, j'espère pas pour toi, ça fera une très belle vidéo. Là, je viens de démontrer que du fait de son pied et de sa jambe, il avait un décalage de bassin qui avançait, donc il compense avec son dos qui part derrière et sa tête qui part devant. Donc en fait, naturellement, il cherche à récupérer son équilibre. Quand je le tire derrière, il part. Alors que quand je le pousse, ça ne fait rien. Là, je vais regarder sur l'équilibre, est-ce qu'il a des tensions au niveau digestif. Effectivement, il y a quelque chose sur l'épaule gauche. Bon là, comment Antoine est un tricheur, donc j'espère que vous avez vu sur le premier mouvement. Quand je l'ai pris à droite, en fait, il n'a pas du tout bougé. Et à gauche, il était tellement bloqué que tout son corps a reculé. Et donc, c'est
en permanence, on cherche à s'équilibrer comme ça. Et donc, on n'en a pas conscience, mais quand on a des problèmes, c'est important de comprendre. Si on n'a pas conscience de ce qui nous est arrivé, on peut pas travailler dessus. Donc, ça va être un des grands enseignements de la soirée. Je te remercie, Antoine. Et je vais me dépêcher, parce que je pense qu'il y a des personnes qui me détestent, parce que j'ai dépassé l'horaire. Donc, ma vision des mémoires traumatiques, c'est que tout ce qui nous arrive laisse une empreinte. Et donc, Antoine, il a une empreinte sur sa jambe, et ça finit par avoir un impact sur son développement et son équilibre de corps. Et donc, qu'est-ce qui peut laisser une empreinte chez nous? Tout ce qu'on ingère, l'alimentation, ce qu'on respire, les accidents physiques, le psycho-émotionnel. On l'a vu, notre héritage, et c'est plus que notre héritage. Ce qui nous arrive dans la petite enfance a un énorme impact sur la manière dont on va se développer. Et il y a tout ce qui est transgénérationnel. Ce qui est arrivé à vos ancêtres, peut-être ça a un impact sur la manière dont vous allez vous développer. Donc, le syndrome de Superman, c'est si vous dites à quelqu'un « Mais redresse-toi, redresse-toi ». « Oh, mais je suis droit ». Le fait est, c'est qu'on a toujours l'impression d'être droit. Antoine, il a l'impression d'être droit, plus ou moins. Et le fait est, c'est que tant qu'on ne prend pas conscience de nos problèmes, on ne peut pas travailler dessus. Et comment travailler dessus? Alors j'ai mis ce point sur le ciel et la terre, parce que Thierry Johnson disait qu'il y avait un divorce entre le corps et l'esprit, et je trouvais ça très intéressant. Et si on prend les cathédrales du Moyen-Âge avec un monde paysan qui allait dans des endroits avec des puits de lumière, l'aspiration, les champs, on voit que des gens qui étaient très dans la terre cherchaient à s'équilibrer avec le ciel. Aujourd'hui, on est dans une époque où on est très dans le ciel, on est toujours dans le monde des idées, et on est assez déconnecté de notre corps. Donc c'est important. Moi, j'ai réglé mes problèmes de santé et mes problèmes, on va dire, de stress, donc le ciel, en travaillant sur le corps. Donc ça, c'est important. L'autre chose qui est important, c'est de comprendre quel est son problème pour apporter la bonne réponse. Par exemple, si votre objectif, c'est de devenir violet, si quelqu'un est rouge, il va devoir travailler bleu, et si quelqu'un est bleu, il va devoir travailler rouge. Donc il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Et il n'y a pas de technique dans l'absolu. Moi, par exemple, j'ai fait de la méditation en France et en Asie. Je vais vous montrer ce que j'ai vu en Asie et ce que j'ai vu en France. Et vous allez me dire si c'est la même expérience. Et je vous laisse deviner quel pays est quoi. France, il s'endort. Les gens ne sont pas d'accord. Je dirais l'inverse. Moi, mon expérience, c'est que effectivement, les gens s'endormaient plus souvent en Asie et qu'on avait des gens qui étaient très très dans l'esprit en France quand ils méditaient. Et tout se passait dans la tête. Voilà. C'est pour ça, je dis toujours, il n'y a pas de. Les gens viennent me voir en thérapie sur ce que j'ai fait. Je dis toujours, il n'y a pas de réponse dans l'absolu. On a une situation et qu'est-ce qui est bon pour moi? Et il n'y a pas de réponse. Ce que j'ai pu faire dans ma vie, ce n'est pas forcément une réponse pour d'autres personnes. Et chacun doit trouver sa solution. Donc j'ai été interrogé sur comment ça marchait et comment ça fonctionnait. Donc on mettra la présentation en ligne. Donc j'ai mis plein de petites cartes du corps. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait, la vie, c'est un être humain sur l'image de soi. On a quelque chose, c'est l'interoception. C'est le sens de comment est notre corps. Et on a des mécanismes d'homéostasie. On cherche à faire l'équilibre. Et on a vu, malheureusement, on a des biais, donc on perçoit mal notre corps, on pense mal, et peut-être on n'apporte pas toujours les bonnes réponses. Et sur qu'est-ce que tu fais, comment ça marche, moi, mon travail, c'est sur l'image de soi, et restaurer une meilleure image de soi, et pour que l'économie se passe mieux. Et on a vu l'évolution, c'est quoi? C'est des mécanismes de communication. Et donc, quand on travaille sur quelqu'un, quand on touche quelqu'un, on touche le corps, on touche le système nerveux. Ça a un impact sur les fonctions cérébrales qui vont avoir un impact sur le tonus musculaire. On a un impact local sur l'inflammation, sur la microvascularisation. Il y a des mécanismes cellulaires aussi qui sont liés aux tensions, à la pression entre les cellules. Il y a un lien entre le travail, le nerf vague, le microbiome, donc c'est aussi un impact viscéral. Mais comme on l'a dit, ça a un lien avec les émotions. Donc très souvent, quand on touche les gens, ça peut arriver qu'ils pleurent, ça peut arriver qu'on aille libérer des choses émotionnelles alors qu'on touche le corps, ce qui est très très contre-intuitif.
Mais fondamentalement, c'est ça. On est un corps-esprit et notre équilibre, il est global. Et ce qui est bien par rapport au message de s'aider soi-même, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils pour mieux se comprendre et chercher justement à trouver sa place. Et c'est ce que j'ai fait depuis mon accident. J'ai essayé de trouver ma place et d'être plus épanoui. Donc je suis désolé pour les organisateurs parce que j'ai pris un peu de temps. J'espère que ça vous a plu. Donc mon message de conclusion, ça c'est une photo que j'ai prise dans une morgue, assez rigolote. Voilà, faut bouger, faut respirer, parce que souvent ça me met en apnée avec le stress. Et quoi que vous fassiez, faut prendre du plaisir, parce que si on fait des choses dans la contrainte, on les fait pas dans le temps. Voilà, j'ai monté une petite entreprise qui s'appelle Temps de respirer, donc il y aura bientôt le site internet. J'interviens à l'entreprise pour faire de l'accompagnement. Je suis là toute la soirée, donc si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. On fait 2 ateliers dans 1 heure. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Peut-être que tu peux expliquer un peu l'atelier qui va être... Ouais. Alors, on a un atelier qui va être piloté par mon ami Odile, qui est thérapeute manuel. Donc, on va voir ce qu'on vient de voir là. S'il y a des personnes qui s'amusent, ils vont aller sur la table et on ne va pas du tout faire de manipulation, des choses violentes. On va juste poser les mains sur le corps et on va voir ce qui se passe. Et je sais pas, il y a des gens qui ont peut-être regardé tout à l'heure. Odile était comme sur les photos, elle arrivait avec un pied qui était fermé. Parce qu'il y avait un certain nombre de problèmes, on a libéré des tensions, ça a ouvert le pied. Donc on va essayer juste de faire sentir, parce que quand on a des libérations dans le corps, on peut se sentir plus léger et ça permet de respirer justement, et ça peut avoir un effet... C'est rien, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression qu'il faut faire des choses extraordinaires pour avoir des résultats, ou l'impression qu'il faut être très dur, parce que si je travaille pas dur, si j'ai pas mal, je sais que je travaille pas. Mais en réalité, on peut avoir des résultats très profonds avec des choses qui sont des rien. Et avec mon ami Patrick, on va animer un autre atelier qui est plutôt sur le travail, comme vous avez vu, sur la main et tout ça, pour comprendre toutes les tensions qui sont en nous. Et en fait, comme on n'en a pas conscience, on ne travaille pas dessus. Le problème de ne pas en avoir conscience, c'est que peut-être si vous avez votre épaule qui est enroulée, le temps va passer et vous êtes de plus en plus enroulé. Et donc la question, c'est est-ce que je peux faire des choses pour prendre conscience de mes tensions? Les tensions, elles sont à la fois dans le corps, elles sont dans l'esprit. Si vous êtes angoissé dans votre esprit, ça va se traduire dans votre corps, et inversement. Et donc, d'un côté, je me lance sur une table et j'ai une expérience corporelle et émotionnelle. Et de l'autre côté, je vais lutter contre moi. Parce que, vous l'avez vu, quand j'ai fait l'exercice avec la main, à aucun moment, c'est la personne qui travaille avec moi qui m'a bloqué. C'est moi qui me suis fait du mal à moi-même. Et donc, tous ces exercices sont faits pour se rencontrer soi-même et réussir à se libérer. Et ce que j'ai essayé de présenter aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de biais. On peut avoir des peurs, des craintes, et il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, des douleurs. Et il y a des moyens de se libérer d'un certain nombre de choses. Pas toujours, mais on peut quand même améliorer sa situation. Et c'est ce que j'espère vous faire découvrir d'autres manières de vous voir vous-même. Et voilà.